Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Cette semaine, je reçois M. Daniel Lacroix et Mme Sabrina Langlois. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Merci. Ben oui. Merci de venir nous parler aujourd'hui d'un nouveau programme, Ma famille, ma communauté. Donc, je pense que ça va être très intéressant de jaser de ça. Sabrina, au service du CIS, particulièrement en protection de l'enfance, je pense, Oui, tout à fait. depuis un certain temps. Oui, depuis 22 ans cette année. Donc, au niveau de la protection de la jeunesse, j'ai touché beaucoup de secteurs, en fait, presque tous les secteurs en protection de la jeunesse. Et depuis 1 an et demi, je travaille au niveau du programme Ma famille, ma communauté. Puis, particulièrement sur le territoire de la MRC des Appalaches. Oui, c'est ça, exactement. Mais que tu as travaillé ton expérience ou un petit peu partout en J'ai travaillé un petit peu partout en Chaudière-Appalaches, beaucoup en Beauce, mais je connais bien mon Chaudière-Appalaches, je peux vous dire. Un grand territoire quand même Oui, à couvert, exact. là, avec plein de réalités différentes un petit peu partout. Oui. Donc, super stimulant, là, sûrement, par rapport à ça. Oui. Daniel, 18 ans aussi au 6 là, dans ce créneau-là. Oui, 18 ans dans le secteur des familles d'accueil, 19 ans au sein de l'établissement, 18 ans au suivi des familles d'accueil, 0-17 ans, jeunesse bien sûr. Donc, oui, ça fait déjà 18 ans. Donc, 2 ans d'expérience pour venir nous parler de la mise en œuvre d'un nouveau programme. Sûrement que ça doit aider de partir un nouveau programme comme ça, mais avec l'expérience et le recul qu'on peut avoir. Ça doit être stimulant puis agréable à faire, Sabrina? Ben oui, tout à fait, c'est ça. Puis c'est aussi ce qui fait que j'ai choisi de prendre ce poste-là, compte tenu que effectivement j'ai une grande connaissance de tout Chaudière-Appalaches, puis que le but de ce programme-là, c'est d'être implanté dans tout Chaudière-Appalaches. Donc, ça me donne une petite longueur d'avance pour connaître déjà les partenaires, les territoires, les municipalités. Donc, ça va être intéressant quand on va être rendu dans d'autres secteurs, mais pour l'instant, on se concentre sur les Appalaches. Oui, exact. Daniel, juste avant qu'on rentre un petit peu plus dans qu'est-ce que est ma famille, ma communauté, j'aimerais ça qu'on jase un peu des ressources là, qui sont ici sur le territoire, un petit peu un portrait là, Oui. des familles d'accueil, des choses comme ça. Oui, on va démystifier des choses aujourd'hui. Oui, exact aussi. En fait, effectivement, portrait de la région Appalaches, ce qui, si tu pourras me corriger, 13 municipalités autour de tout ça. 19 municipalités. 19, Oui. bon, 19, donc 19 municipalités. En fait, pour la région Appalaches, présentement, on a environ 32 familles d'accueil. Je dis environ parce qu'il y en a qui vont arriver, il y en a qui terminent leur mandat. De ces 32 familles d'accueil-là, on a à peu près 56 jeunes de placés, 0-17 ans. Et je peux vous dire qu'il reste présentement environ 7-8 places de disponibles. Pour faire un portrait réel là, des Appalaches, c'est pas beaucoup. Mettons qu'on parle de 8 places disponibles. Vous savez que chaque jeune a des besoins particuliers. Donc, quand on fait l'exercice de placer un enfant dans une famille d'accueil, il faut tenir compte de la réponse aux besoins de la famille d'accueil par rapport aux jeunes. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins, pas toutes les mêmes difficultés. Et les familles d'accueil ont aussi leur propre force et, j'ai envie de dire, faiblesse. Là, donc, le portrait, c'est ça. 8 places de disponibles, ce qui est très peu En soi, là. en soi, effectivement. Ouais. Puis les besoins présentement dans la région, parce qu'on a des besoins ciblés, je vous dirais qu'aujourd'hui, si on a un enfant de 14 à 18 ans qui est placé, 17 ans et tout près de 18 ans, Oui. on n'a pas de place pour l'accueillir présentement. Il faudrait que cet enfant-là, pour qu'il soit placé, soit dans une autre région. Par exemple, Saint-Georges, Sainte-Marie. Ce qui fait que ça cause beaucoup d'impact chez les jeunes qui sont placés. Parce que la personne est vraiment enlevée de son milieu de vie, finalement, là, dans le fond. À part de la peur de déraciné qu'on parle. Tout à fait. Déraciné. Faut penser que l'enfant va changer d'école, de garderie, tout dépendamment de l'âge. Ouais. Il s'éloigne de ses amis. Il perd ses repères. Là, t'sais. Déjà, d'être placé pour un enfant dans un milieu, quand même, ce sera son voisin, c'est des odeurs différentes, des gens différents, des routines différentes. Donc, il y a un traumatisme qui est relié à ça. Donc, quand on déplace l'enfant
dans une autre région, ça fait juste accentuer là, les impacts. Là. Oui, le succès est moins garanti. On peut dire ça comme ça. Oui, ça évoque des grands défis, sinon. Puis, si on parle un peu de profil, de type là, de ressources. Oui. En fait, tu parles-tu de type de famille d'accueil ou... Oui, exact. OK. Bon, les types de familles d'accueil, on a les familles d'accueil régulières qui, eux, c'est des gens qui sont disponibles à accueillir des enfants à 0-17 ans. C'est un milieu de vie substitut qui offre à l'enfant avec tout ce que ça comporte, l'éducation, l'encadrement, l'affection, l'autorité parentale. Puis on s'attend à ce que les enfants dans des familles d'accueil régulières soient placés de quelques jours à quelques années. Ça dépend là, de la situation. On a des familles d'accueil qu'on appelle aussi banque mixte, que eux, c'est des familles d'accueil qui, le but ultime est d'adopter, de vivre une parentalité, mais pour ce faire, ils doivent passer un processus quand il y a un placement, c'est-à-dire que l'enfant est placé à titre de famille d'accueil le temps qu'on clarifie son projet de vie. Ça se peut qu'il soit adoptable ou jamais. Fait que ça, c'est une famille d'accueil régulière, mais avec un mandat banque mixte qu'on appelle. Okay. On a des familles d'accueil de proximité depuis quelques années. Je ne sais pas, Sabrina, je ne me souviens plus là, de quand est-ce que ça a commencé vraiment, là, mais en fait, des familles d'accueil de proximité, c'est des gens qui sont significatifs pour les enfants. Souvent des grands-parents, des tantes, des oncles. Ça peut être des amis de la famille. C'est des familles d'accueil qui hébergent des enfants, mais seulement les enfants qui sont ciblés, genre leur petit-fils. Si on parle d'un grand-parent, ils n'accueilleront pas d'autres jeunes nécessairement. C'est pas leur mandat. Donc ça, je vous dirais que c'est venu aider beaucoup au niveau de... En fait, on manque de place, je vous l'ai dit tantôt, fait que ça vient aider au fait qu'on manque de place, là. Oui, pour famille d'accueil de proximité. Pour justement répondre aux besoins. Tout à fait. Est-ce qu'on dirait que le territoire de la Université des Appalaches a plus de demandes? Tu sais, si on compare un peu avec les autres de la Chaudière-Appalaches, on se compare comment un peu par rapport aux autres? Mon Dieu, là, vous avancez sur des chiffres que je n'ai pas présentement. Sans parler de chiffres, peut-être juste, globalement, là, est-ce qu'il y a plus de gens en famille d'accueil, sur le territoire ici de la Université des Appalaches versus les autres Beauce ou des choses comme ça? Ou les situations sont similaires un peu aux autres? Mais j'aurais tendance à dire similaire. Ouais. Ça doit être similaire, j'ai tendance à vous dire ça. Ouais. Donc, il n'y a pas un enjeu supplémentaire sur le territoire ici par rapport à ça? L'enjeu que je pourrais vous dire sur le territoire, c'est que c'est au niveau du recrutement. On a de la difficulté à recruter des familles d'accueil. Chose qui est plus facile sur d'autres territoires? Je vous dirais que sur le littoral, quand on parle des territoires de Saint-Romuald, Lévis, Montmagny, c'est plus facile. En fait, on a plus de gens qui postulent, des postulants, qu'en Beauce, Thetford, le Beauce-Appalaches. Ce qui auparavant était le contraire. Beauce-Appalaches, il y avait du bouche à oreille, il y avait une synergie qui faisait en sorte qu'on avait beaucoup de gens qui postulaient, contrairement au littoral. Pour X raisons que je connais pas, ça s'est inversé. Fait qu'on est en recrutement continuellement, tout le temps. Fait que je vous remercie de la tournée aujourd'hui parce qu'on est là aussi pour faire voir c'est quoi le service des familles d'accueil et les besoins. Là. Mais le défi, je vous dirais qu'il est là. Si on parle d'une distinction, Beauce-Appalaches, c'est vraiment le plus difficile. On va y revenir en détail, je pense, en parlant de ma famille, ma communauté, mais le but est un peu de répondre en partie à ce besoin-là, puis de considérer les besoins de l'enfant. Puis c'est un peu pour ça que le projet Ma famille, ma communauté veut s'implanter sur le territoire, particulièrement pour débuter sur le territoire de l'Université des Appalaches. D'abord, pourquoi le territoire de l'Université des Appalaches? Puis avant, en question précédente, je dirais, puis peut-être d'expliquer sommairement c'est quoi le projet aussi Ma famille, ma communauté. Bien, le programme Ma famille, ma communauté, en fait, c'est un programme qui découle du ministère là, suite à des projets pilotes qui ont eu lieu en Abitibi, en Montérégie. Depuis 10 ans quand même que ce programme-là roule là, dans ces deux régions-là, fonctionne bien. Donc, en 2020, le ministère a choisi de le déployer là, dans tout le Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu là. Maintenant, dans Chaudière-Appalaches, on devait cibler une première région pour déployer. Pourquoi les Appalaches? Pour plusieurs raisons. Une de ces raisons-là, c'est bien sûr qu'on a regardé par rapport aux enfants, c'était quoi les besoins, le nombre d'enfants suivis en protection de la jeunesse, le nombre d'enfants placés, le nombre d'enfants aussi qui sont déracinés,
qui sont en placement, mais qui sont natifs de la région des Appalaches et qui doivent être placés dans une ressource, dans un autre territoire. Puis au niveau des conditions gagnantes, bien nécessairement, on a besoin de la communauté. La communauté des Appalaches est quand même très dynamique, très soudée. Au niveau du réseau communautaire, c'est super intéressant parce qu'on a des directions qui sont là, qui répondent présents, les partenaires qu'on parle aussi au niveau du réseau scolaire, les CPE, etc. Donc, le but du programme Ma famille, ma communauté, c'est vraiment d'impliquer toute la communauté autour d'une famille vulnérable, d'un enfant qui est en situation de placement ou de déplacement d'une ressource à une autre, ou de retour en milieu familial suite à un placement, d'impliquer le plus possible la communauté autour, que ce soit dans le réseau communautaire, comme je vous disais, réseau scolaire, voisinage, famille élargie, trouver des solutions ensemble, s'asseoir tout le monde ensemble, parler de la situation, qui peut faire quoi, est-ce qu'il y a des engagements qui peuvent être pris pour éviter le placement, puis trouver une solution qui est moins invasive pour l'enfant qui a un placement en famille d'accueil. Si on n'y parvient pas, dans le cadre du programme, d'être suffisamment rassuré pour maintenir l'enfant, bien, qu'est-ce qu'on va viser? C'est de trouver un milieu de vie pour cet enfant-là, mais qui soit encore là le moins invasif. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut lui permettre de maintenir son école, ses cours de ballet la fin de semaine, puis d'être avec ses amis dans son quartier ou dans sa ville? Fait que, est-ce qu'on est capable d'impliquer la communauté? Y a-t-il quelqu'un autour de cet enfant-là qui est en mesure de lever la main puis de dire, ben regarde, moi, je connais cet enfant-là, je connais bien la famille, je suis prête à l'assumer pour quelques semaines, quelques mois, le temps que papa, maman se reprennent en main puis qu'ils puissent retourner chez lui. Ça part, on en parlait un peu en préparation, ça part un peu du vieil adage que ça prend un village pour élever un enfant. Là. Oui. Puis, on parlait tantôt du projet pilote. Le projet pilote a fait ses preuves, mais ça doit pas être facile on change un peu un paradigme, là, dans le sens... des deux côtés de la médaille, dans le sens et de la part de l'enfant, de la façon de le faire, mais je pense aussi au CIS, là, dans le sens où on sait que quand c'est des appareils gouvernementaux, l'administration est des fois peut-être pas si facile que ça. On change vraiment la façon de faire. Puis, est-ce qu'on s'attend à des retombées assez assez rapide, dans le sens où est-ce que les projets pilotes démontrent des résultats rapides avec les enfants et la façon de le faire? Les projets pilotes démontrent des résultats intéressants. Quand vous parlez de changement de pratique, effectivement, on est vraiment dans un changement de pratique. On a un gros paquebot. C'est fait à 180 degrés de ce que vous faisiez. Exact. C'est l'esprit. Puis l'esprit de la loi de la protection de la jeunesse, c'est comme ça aussi. Là, le but d'un placement, c'est le retour en milieu familial. Ça, c'est la base. Par contre, les intervenants, c'est sûr qu'ils vont vérifier grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, avant d'aller dans le réseau des familles d'accueil. Mais la réalité, c'est que des fois, il y a d'autres personnes à qui on pense pas, qui sont tout aussi significatives. Des fois, un coach de soccer peut être plus significatif qu'une grand-maman qu'on voit quelques fois par année pour un enfant. Fait que c'est dans cet esprit-là, puis effectivement, ça prend un village pour élever un enfant. On est tout à fait là-dedans. Fait que oui, au niveau du changement de pratique, tant pour les intervenants, mais pour le réseau, tant communautaire que le réseau public, avec tous les partenaires que ça comporte, réseau scolaire, etc., c'est de là de dire, on ouvre un petit peu les vannes, on ouvre les portes à dire, ben OK, moi, je suis une personne qui a un CPE, puis j'ai un enfant qui vit une situation de placement, puis il pourrait être placé, mais s'il est placé, il va s'en aller à 1h30 de route de chez ses parents parce qu'on n'a pas les ressources ici. Ben moi, je le connais, l'enfant, est-ce que je peux le prendre chez nous? Ben oui, là, on peut par ce programme-là, ouvrir tout ça avec l'entourage puis le milieu. Une fois le programme établi, il va avoir une rapidité dans l'attribution de tout ça? Ou parce que, présentement, Daniel, tu me corrigeras, mais si l'enfant doit être placé, ça peut se faire assez rapidement de trouver un endroit là, en famille d'accueil, dans le sens où la personne est déjà qualifiée pour être famille d'accueil, donc ça peut être plus facile de le placer. Là, il va-t-il avoir un... On est peut-être au début du processus, mais il va-t-il avoir est-ce que la personne va devoir se pré-qualifier par rapport à ça? Parce qu'une famille d'accueil, qui est déjà accréditée famille d'accueil, qui est dans notre parc de ressources, quand on a une demande de placement en urgence, ça peut être cet après-midi, effectivement, parce que tout a été fait. Dans le cas de Sabrina, c'est sûr que c'est différent dans le sens où ce que l'enfant, ben là, je pourrais te laisser aller, mais pourrait être confié au coach de soccer. Mais là, il y aurait le processus par la suite, tout dépendamment comment la situation va évoluer là, à ce moment-là.
Pour être reconnu famille d'accueil, mettons, de proximité ou quoi que ce soit, si on se rend là, je te laisse... Bien, à la base, en urgence, s'il y a une urgence cet après-midi puis qu'un enfant est placé chez son oncle et sa tante, à la base, ces gens-là vont avoir une évaluation sommaire qu'on appelle, qui est faite par l'intervenant pour dire, OK, les bases, là, on est-tu en mesure de confier l'enfant là de façon sommaire? Puis là, il y a tout le processus là, pour famille d'accueil de proximité qui peut s'enclencher après. Ouais. Mais dans les autres régions, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre autres, il y a beaucoup d'études qui disent que plus le placement est proche du milieu familial, qu'il y a moins de perte de repères, puis qu'on est dans la communauté, plus le placement va être court. Fait que ça, c'est intéressant. Puis dans les autres régions, on a vraiment constaté que il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont évaluées sommairement, prennent un enfant, puis qu'ils n'ont pas le temps de se faire le processus complet, soit d'être postulant famille d'accueil de proximité et famille d'accueil de proximité, ce qu'on appelle les PFAP et les FAP. On n'a pas le temps de se rendre là, que le placement prend déjà fin, que l'évaluation n'est pas complétée, puis que le placement a pris fin, puis l'enfant est de retour chez lui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que il est demeuré dans son milieu, il est demeuré dans son école. Puis les contacts avec papa, maman, sont plus facilitants. Si on est à 1h30 de route, puis on a des familles vulnérables qui n'ont pas de voiture, qui ont des difficultés financières, faire un contact de 3 heures le samedi, faire 3 heures de route pour aller voir ton enfant 3 heures, ça occasionne beaucoup de choses. Alors que s'il est 2 rues plus loin, on peut aller prendre une marche le soir avec. Puis on maintient un lien significatif entre le parent et l'enfant, puis on travaille la relation tout au long du placement. Fait que ça a juste des effets bénéfiques, en fait. Là. Oui, puis je suppose qu'après ça, la ressource qui accompagne le parent est capable d'avoir une évolution peut-être plus rapide parce que le lien est gardé aussi avec l'enfant. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a moins de rupture de lien, ça, c'est certain. Le parent peut continuer à assumer ses responsabilités parentales plus facilement. Ne serait-ce qu'un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, il peut l'assumer, tandis qu'en heure et demie de route, comme Sabrina a dit, c'est irréaliste. Parce que je pense qu'il faut aussi démystifier les gens qui vont dans ce processus-là, dans le sens où il y en a plus qu'on pense. Je pense qui ont besoin d'être, je dirais, accompagnés là, dans leur rôle parental. Puis je pense qu'on le voit de plus en plus aussi. Pas qu'il y en a moins, qu'il y en a plus, mais peut-être qu'on en parle plus aussi. Là. Je pense qu'il y a des gens, des parents qui ont des besoins. Et ça peut juste être positif, justement, de pouvoir le conserver en ça. Parce que les temps d'intervention sont plus petits aussi de fois en fois. Comment que... Parce que tantôt, tu parlais beaucoup de partenariats en communautaire, tout ça. C'est le but de partir cette chaîne de communautaire-là, ça va apporter quoi dans le projet de... Bien, ce que ça apporte d'avoir tous les partenaires qui collaborent, puis là, je veux pas commencer à en nommer parce que ils sont tous là. Pensez aux organismes communautaires là, de la région des Appalaches, là. Ils sont à peu près tous présents dans le programme, tant au niveau plus adulte, parce que quand papa, maman vont bien, les enfants vont bien aussi, puis au niveau des enfants aussi. Fait qu'on est vraiment un regroupement qui travaille ensemble. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des liens directs. Si, par exemple, on fait une rencontre avec une famille qui est en imminence de placement, puis on va aller impliquer des partenaires qui sont impliqués dans la famille ou pas, qui pourraient l'être parce que, comme dans la situation, on pourrait constater qu'il y a, par exemple, un enjeu au niveau de la toxicomanie, mais le parent n'a pas de suivi. Bien, on pourrait aller chercher quelqu'un chez Don Rémy, par exemple, qui s'assoit à table avec nous pour réfléchir, mais il connaît pas la famille, mais il est là pour son expertise. Puis il est là pour venir dire, vous savez, monsieur, madame, je vous connais pas, mais dans une situation similaire, voici c'est quoi les impacts que votre consommation peut avoir sur vos enfants, sur vos habiletés parentales, sur votre encadrement. Venir expliquer, démystifier. Puis si le parent décide qu'il se prend un suivi puis que ça lui est offert aussi au niveau de la table, il y a déjà un visage. C'est plus facile de se présenter dans un organisme quand tu as un point de repère aussi, que tu connais quelqu'un, que tu as vu quelqu'un. C'est plus facile d'appeler, c'est plus facile de te présenter. Fait que ça amène vraiment une certaine proximité. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est des réflexions d'équipe. Puis on est vraiment là pour... c'est des rencontres qui sont très conviviales aussi, là,
pour ceux qui ont déjà connu des rencontres en protection de la jeunesse, c'est parfois plus cadré, plus rigide. Là, on sort du cadre un petit peu. On est vraiment plus dans la réflexion, dans le travail d'équipe. On discute tout le monde ensemble, on prend les bonnes décisions tout le monde ensemble, puis on cherche un consensus de groupe. Fait qu'à ce moment-là, ben les parents sont présents aussi, ils sont consultés, ils participent à la discussion, puis ils peuvent aussi amener les invités de leur choix, eux. Ils pas juste des partenaires, là. Oui. Ils peuvent avoir un voisin, un ami, ils peuvent avoir quelqu'un qui vient avec eux aussi pour les supporter pendant la rencontre. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est je vais dire toi, là, dans le fond, la responsable du CIS à déterminer quel partenaire il aimerait avoir autour de la table pour discuter du dossier de l'enfant? On le fait avec l'intervenant de l'enfant qui nous fait la demande. La demande peut venir autant de la première que de la deuxième ligne. Donc, ça peut être en CLSC, suivi jeunesse CLSC, ou suivi protection de la jeunesse. Donc, l'intervenant qui est dans une situation où l'enfant est en imminence de placement va proposer aux parents, voulez-vous faire une rencontre dans le cadre de ma famille, ma communauté? Si les parents sont d'accord, c'est un processus qui est volontaire. Donc, s'ils sont d'accord, l'intervenant me fait la demande, puis on regarde ensemble c'est quoi les enjeux qui font qu'on est rendu à un placement actuellement. Puis si on parlait de toxicomanie, pauvreté, santé mentale, peu importe, on va regarder c'est quoi ces enjeux-là, puis on va déterminer ensemble c'est qui les organismes qui pourraient être là. Si c'est un enfant qui fréquente l'école, bien nécessairement, il y a une personne de l'école qui peut venir donner son point de vue, qui peut venir... ça aide beaucoup les partenaires à comprendre au global la situation de l'enfant parce que souvent, les partenaires vont poser des questions, entre autres à la protection de la jeunesse, puis par la confidentialité, on n'est pas autorisé à donner l'information qui pourrait être très pertinente. Dans le cadre de ces rencontres-là, les parents sont d'accord avec la rencontre, sont d'accord avec la présence des partenaires qui sont là et ils savent exactement de quoi on va parler et ils donnent leur accord pour tout ça. Donc, pendant cette rencontre-là, on est libre de discuter des enjeux, puis ça ouvre beaucoup un regard différent de la part des partenaires d'une école, par exemple, qui va voir seulement la négligence, les devoirs non faits, puis les lunchs qui sont pas adéquats, mais qu'en venant s'asseoir à une rencontre comme ça, va se rendre compte qu'il y a des enjeux de violence conjugale, puis qu'on a une maman qui vit des difficultés, puis que le lunch pas tout à fait adéquat, ben c'est peut-être pas si pire que ça par rapport à ce qu'elle vit. Puis ça vient vraiment boucler la boucle. Puis les partenaires sont très conscients de tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Fait que ça amène un œil différent, ça amène une intervention différente. Fait que c'est pour les enfants là, qui vivent ce processus-là, c'est très, très profitable là, au long cours. Là. Tu mentionnais volontaire de la part des familles. Ma question est, qu'est-ce qui se passe si la famille n'est pas volontaire d'aller vers ma famille, ma communauté? Bien, on fera tout simplement pas la rencontre de ma famille, ma communauté. À ce moment-là, ça va être traité directement depuis... Dans le fond, c'est que... C'est ça, c'est le processus habituel de la loi ou de la L4S ou de la loi de la protection de la jeunesse qui se poursuit parce que ma famille, ma communauté s'emboîte dans l'offre de service. Là, c'est pas... on fait pas une brèche à la loi. Dans le fond, c'est comme une opportunité qu'on a de faire une rencontre comme ça. Tant mieux si les usagers sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ben c'est le processus qui suit son cours tout simplement. Puis c'est bien correct là aussi. Là. Parfait. Un autre volet, c'est le recrutement. Oui. Donc, le but est de démystifier un peu le rôle. Puis, qu'est-ce que je pourrais apporter, moi, en tant que personne qui vit dans une communauté pour être ressource. Oui. On parlait un peu des enjeux de recrutement, mais le but, c'est de dire, ben c'est peut-être plus simple que vous le pensez de donner un coup de main à votre communauté pour être ressource. Oui, ça peut être accessible à des gens qui ont envie de se lancer dans ce projet-là, d'aider des familles, d'aider des jeunes, bien sûr. Fait que oui, ça rend la chose accessible, possible, parce que c'est sûr que c'est un gros processus au niveau du recrutement et de l'évaluation. Faut pas oublier que, tu sais, quand on parle de recrutement, là, on parle de ce présentement, on est en continu. Dans la région des Appalaches, les familles d'accueil sont vieillissantes. Tu sais, j'ai des familles d'accueil qui, ça fait 20, 25 ans qu'ils font ça, veulent pas, en cours de route, ils diminuent leur place, leur mandat, ils font des plus courts mandats de placement. Ce qui fait en sorte que faut recruter tout en continu. Puis on a la pénurie de main-d'œuvre qui vient aussi rendre la chose difficile, l'exercice difficile. Donc, ça rend l'exercice accessible à tout le monde. Puis ça vient démystifier aussi la chose.
En terminant, il reste 2 petites minutes à notre entretien. Si les gens sont intéressés par ma famille, ma communauté, mais aussi peut-être à aller voir un peu de l'information sur les ressources de type familial, des choses comme ça, on s'y prend comment, là? Il y a le site cissca.com où on peut aller trouver de l'information. Dans la barre, on a fait l'exercice. Dans la barre recherche, en haut, on marque famille d'accueil. Il va sortir un lien. Le premier lien, c'est famille d'accueil. Il y a le processus au complet. On peut aussi, pour la région des Appalaches, appeler Mme Bianca Poulain Dans le fond, elle travaille c'est une collègue de travail au CIS. Effectivement, qui fait le suivi des familles d'accueil dans la région de Thetford présentement. Donc, on peut appeler Mme Bianca Poulain, puis elle va vous diriger à ce moment-là. Je peux-tu vous donner le numéro de téléphone? Oui, oui. Dans le 418-338-0161 et le poste 61068, Mme Bianca Poulain. C'est bon. Donc, les gens qui peuvent être intéressés par rapport à ça. Puis, pour tout le volet, ma famille, ma communauté, les gens vont avoir de l'information qui devrait sortir un peu. Ça va être publicité ou ça va rester plus aller avec les partenaires? Bien, c'est plus au niveau des partenaires, compte tenu que les gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui vont se servir de ce programme-là, si on veut, c'est parce qu'ils vont être dans une situation de placement. Fait que c'est pas comme pour la population générale, c'est plus pour les partenaires. Même chemin sur le site du CIS, CA, dans le moteur de recherche Ma famille, ma communauté. Donc, si jamais il y a des organisations communautaires qui disent « Hey, je me sens interpellé, j'ai comme pas eu vent de... » ils peuvent communiquer directement aussi avec toi là, pour avoir des détails. Oui. Excellent. Daniel, Sabrina, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet. Puis je vous souhaite une belle réalisation. Je pense que ça va bien apporter dans le milieu. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.